29 mai 2013. Aéroport de Pudong. Ababakar traverse le hall des arrivées, les mains agrippées à son sac. À l'intérieur, 50 000 euros en liquide. Il s'avance vers le poste de contrôle. Les agents de l'immigration lui barrent la route. Il pointe la table, il s'assoit. Pendant 5 minutes, les questions fusent. D'où vient cet argent? Quel est le but de ce voyage? Ababakar ne cille pas. Il répond avec une précision millimétrée. Chaque mot est pesé, chaque chiffre est exact. À quelques mètres, d'autres commerçants sénégalais observent la scène en silence. Ils se penchent, murmurent entre eux. L'un d'eux pointe du doigt l'assurance d'Ababakar. Il chuchote qu'il est un agent secret. Le doute s'installe dans la file d'attente. Ababakar récupère son passeport, se lève et s'éloigne vers la sortie. Il a franchi la première barrière, mais le contrat d'1 milliard de francs CFA pour les associations sportives du Sénégal l'attend encore à des milliers de kilomètres. Il marche vers la sortie, le regard fixé sur l'horizon, prêt à transformer cette tension en une opportunité immense. Ababakar arrive à Gwangju, les plans pour le contrat de Creston en main. Il cherche les équipements sportifs. Soudain, son téléphone vibre. Il décroche. La voix au bout du fil est saccadée. Le président de l'ONCAV est arrêté à Dakar. La nouvelle tombe comme un couperet. Le financement s'effondre instantanément. Plus aucun fonds, plus aucune garantie pour son projet. Il raccorde les mains tremblantes. Il consulte son passeport. Le tampon d'entrée expire dans 72 heures, 3 jours. Il n'a plus de contrat, plus de moyens et la menace d'expulsion devient une réalité physique. Il ne réfléchit plus. Il attrape ses documents et se précipite vers la gare. Il saute dans le premier train pour Macao, le bruit des rails martelant son anxiété. Il doit trouver un facilitateur. Il débourse 300 $ en liquide, le prix de sa survie immédiate. Il attend dans un bureau sombre, le regard fixé sur la montre. Chaque minute compte. Il récupère un nouveau visa, un sésame temporaire pour rester sur le sol chinois. Il revient à Gwangju, essoufflé, mais le choc de cette déroute a brisé ses certitudes. Le rêve initial est mort, remplacé par une lutte acharnée pour ne pas être expulsé. De retour à Gwangju, Ababakar mise tout sur une boutique de vêtements. Il loue un local, installe les étagères, déballe les premiers stocks. Les premiers jours, il attend les clients derrière le comptoir, mais les factures s'accumulent. Le loyer tombe. Les amendes pour retard d'ouverture s'empilent sur son bureau. Chaque jour, il puise dans ses dernières économies pour payer les salaires et les charges. La pression monte. Il court entre les fournisseurs et les banques pour maintenir l'affaire à flot. Il étudie pour son master le soir, le regard rivé sur les chiffres, cherchant désespérément une issue. Les clients se font rares, la trésorerie s'assèche. Il ouvre le tiroir de la caisse. Il compte les billets un par un, 300 yuan. C'est tout ce qu'il reste pour payer le prochain loyer, la nourriture et sa survie. Il regarde le rideau métallique de sa boutique. Il comprend que la lutte est terminée. Il saisit la clé, verrouille la porte pour la dernière fois et laisse derrière lui ce projet qu'il a épuisé. Il marche dans les rues de Gwangju, le sac vide, conscient qu'il vient de tout perdre. Il doit maintenant tout reconstruire sur les décombres de cet échec cuisant. Ababakar quitte les rues de Gwangju et s'installe à Yiwu. Il déambule dans les marchés, cherchant un nouveau départ après ses échecs. C'est là qu'il croise Rebecca. Leurs échanges deviennent quotidiens, un ancrage
nécessaire dans ce tumulte chinois. Il se marie. Ce nouveau foyer agit comme un levier. La solitude qui dictait ses choix impulsifs s'efface. Désormais, chaque décision est discutée. Cette stabilité transforme radicalement sa vision des affaires. Il refuse de vendre ce qu'il ne peut assumer. Il examine chaque produit, vérifie la qualité, teste la fiabilité des fournisseurs. Il lance Minakar à Nyon, Chargé et la collection Majalis. Il ne cherche plus le profit immédiat au détriment de la confiance. Il pose des bases solides, loin des spéculations hasardeuses. À chaque fois qu'il signe un contrat, il pense à cet équilibre retrouvé. Rebecca est devenue le pilier de sa stratégie. Son approche commerciale gagne en éthique et en rigueur. Il ne s'éparpille plus dans des projets sans lendemain. Chaque commande est traitée avec une précision nouvelle, presque méthodique. Il contrôle les stocks, supervise les expéditions et s'assure que chaque client reçoit exactement ce qui a été promis. Le chaos des années précédentes laisse place à une discipline de fer nourrie par ce besoin de protéger leur avenir commun. La naissance de leurs enfants change tout. Chaque matin, le bureau devient un champ de bataille où les enjeux ne sont plus seulement financiers, mais familiaux. Ababakar vérifie chaque facture avant l'aube. Un retard de livraison de 2 jours sur un conteneur devient une crise majeure. Il décroche le téléphone. Sa voix est ferme, tranchante. Il exige des comptes. Un client à des milliers de kilomètres retarde un paiement. Ababakar bloque les expéditions suivantes, refusant de céder le moindre centimètre de marge. Il ne joue plus avec le hasard. Son bureau est tapissé de feuilles de calcul, de planning de transit et de notes manuscrites. Rebecca entre, pose une main sur son épaule, mais il ne quitte pas l'écran des yeux. Chaque marchandise doit être conforme, chaque délai doit être respecté à la lettre. Il refuse tout compromis, toute négociation floue qui pourrait fragiliser leur foyer. Le moindre grain de sable dans la chaîne logistique provoque une tension électrique dans la pièce. Il traite chaque dossier comme s'il s'agissait du dernier. Les nuits sont courtes, rythmées par les alertes des courriels provenant des ports. Il traite les litiges avec une rigueur implacable, traquant chaque erreur, chaque faille. Le risque est devenu son ombre et il ne laisse plus aucune place à l'imprévu. Il verrouille son système, s'assurant que chaque maillon de sa structure commerciale reste inébranlable malgré la pression constante qui pèse sur ses épaules. Début 2019, le monde bascule. Le virus se propage et à Yiwu, l'air se fige. Les usines s'arrêtent, mais un nouveau marché explose, celui des masques contrefaits. Ababakar reçoit des appels insistants. Des courtiers lui proposent des marges colossales pour écouler des stocks de qualité douteuse. Il regarde son ordinateur. Les chiffres s'affichent en vert vif, promettant une sortie immédiate de ses difficultés financières. Il prend le combiné. L'interlocuteur insiste, promet un paiement comptant immédiat. Ababakar pose le téléphone, le regard fixé sur ses dossiers de conformité. Il refuse l'offre, sachant le danger. Le manque à gagner est immédiat, violent. Les factures s'accumulent, mais il ne cède pas. Il préfère puiser dans ses dernières réserves plutôt que de trahir sa réputation bâtie avec tant d'efforts. Il passe ses journées à classer ses documents officiels, ignorant les propositions frauduleuses qui affluent. Chaque refus est un coup porté à sa trésorerie, mais un renforcement de sa colonne vertébrale. Il reste droit, refusant de transformer la peur des autres en profit personnel. Il préfère l'incertitude du lendemain à la certitude d'une fortune bâtie sur le mensonge. Son intégrité devient son unique bouclier contre la tempête qui ravage l'économie mondiale. La tempête sanitaire retombe, mais les tensions humaines s'exacerbent. À Yiwu,
Les malentendus entre commerçants éclatent en plein jour. Une dispute éclate dans un entrepôt. Des voix s'élèvent, les poings frappent les comptoirs. Ababakar intervient. Il se place entre les parties, lève une main pour stopper les cris et exige le silence. Il écoute chaque version, note les faits et dissèque les contrats litigieux. Il ne cherche pas à plaire, il cherche la vérité. Une autre fois, c'est une cargaison bloquée qui menace de détruire un partenariat. Il se déplace, rencontre les autorités locales, discute avec les transporteurs et dénoue le nœud administratif par une médiation patiente. Les gens viennent le voir pour trancher, pour apaiser, pour arbitrer. Il s'installe à la table des négociations, fait face aux agressions verbales et répond avec une logique implacable. Il transforme le chaos des plaintes en protocole d'accord. Il ne s'agit plus de vendre, mais de maintenir l'équilibre d'une communauté entière. Son autorité ne vient pas d'un titre, mais de sa capacité à rester neutre sous la pression. Dans les ruelles animées de Yiwu, son nom circule comme une garantie de justice. Il apaise les colères, ramène les parties à la table des discussions et impose une discipline là où régnait la confusion. Il est devenu le pilier sur lequel chacun s'appuyait quand le conflit menace d'exploser. En 2021, le cycle de Yiwu se referme. Ababakar regarde les cartes de la Chine. Il ne cherche plus des produits de consommation rapide, mais des infrastructures. Il boucle ses cartons, laisse derrière lui les médiations quotidiennes et prend le train pour Chongqing. La ville est un monstre industriel, un carrefour de métal et de moteurs. Il s'installe dans un bureau technique, loin des étals de marché. Ici, le langage change. Il ne s'agit plus de négocier des marges, mais de valider des normes de motorisation et des chaînes logistiques complexes. Il passe ses journées à inspecter des lignes de montage, à comparer des rapports de performance et à vérifier des certificats d'importation. Le projet est ambitieux, importer des motos conçues pour les terrains difficiles. Il étudie chaque composant du moteur au châssis pour garantir la fiabilité face à l'usure. Il passe des appels aux ingénieurs, ajuste les cahiers des charges et supervise les tests de résistance. C'est le résultat de 10 ans d'apprentissage. Il ne vend plus des objets, il structure une filière. Il déploie des tableurs, coordonne le transport multimodal et sécurise chaque étape du transit. La complexité ne l'effraie plus, elle est devenue son terrain de jeu. Il ajuste les derniers détails des contrats industriels, conscient que ces machines sont les outils qui permettront le développement futur. Le projet prend forme sous ses yeux, une mécanique précise et pensée, prête à être exportée vers le continent africain. Ababakar s'assoit devant son bureau à Chongqing. Il éteint l'écran après avoir envoyé le dernier rapport technique. Le silence revient dans la pièce. Il ouvre un carnet, feuillette les pages noircies par une décennie de notes. Il revoit les échecs de 2013, la boutique vide, les amendes, la solitude à Guangzhou. Chaque erreur est désormais une ligne dans son manuel de survie. Il ne regrette rien, il analyse. Il a appris à lire les contrats, à anticiper les failles logistiques et à naviguer dans les méandres administratifs. Il se lève, parcourt la pièce et commence à ranger ses dossiers par catégorie: agriculture, transport, réseau. Il ne rentre pas les mains vides, il ramène un savoir-faire forgé dans l'exigence. Il vérifie une dernière fois les contacts, les adresses des usines, les protocoles de maintenance. Chaque machine, chaque pièce
détaché destiné au Sénégal est le résultat d'un arbitrage minutieux. Il se souvient des nuits blanches à douter, des moments où tout semblait basculer. Ces épreuves sont devenues sa colonne vertébrale. Il ferme son carnet d'un geste sec. La stratégie est prête. Il ne joue plus avec le hasard comme à ses débuts. Il a maintenant une méthode, une vision claire des besoins de son pays. Il regarde par la fenêtre, le regard tourné vers le sud, vers le Sénégal. Il sait exactement ce qu'il va construire, comment il va transformer les ressources et comment il va structurer les projets. Le temps de l'apprentissage est révolu, celui de l'action commence. Mai 2022, la porte de l'avion s'ouvre sur le tarmac de Dakar. Ababakar descend les marches, une valise à la main. L'air chaud du Sénégal remplace l'humidité des hangars de Chongqing. Il pose ses pieds sur le sol natal. Ce n'est pas un retour de voyage, c'est une transition opérationnelle. Il dépose ses dossiers sur la table, plan de mécanisation agricole, schéma de logistique pour le transport des récoltes et contact industriel sécurisé. Il ne perd pas une minute. Dès le lendemain, il parcourt les terres arabes. Il inspecte les sols, mesure les distances avec les centres de distribution et discute avec les coopératives locales. Il applique les méthodes apprises en Chine, rigueur, analyse technique et gestion des risques. Il ne propose pas de simples idées, il déploie des solutions éprouvées. Il installe les premières machines, forme les équipes à la maintenance et structure les flux de marchandises. Autour de lui, les projets prennent racine, les champs s'équipent, les circuits de transport se fluidifient. Il voit les résultats concrets de ses 10 ans de travail. Ce qu'il a bâti à l'étranger devient le socle d'une transformation locale. Il ne regarde plus vers l'horizon, il regarde le travail accompli sous ses yeux. La diaspora n'est plus une simple source de revenus, c'est un moteur organisé. Ababakar sourit en voyant les premiers véhicules démarrer. Le cycle est bouclé. L'expérience est devenue une force vive pour le pays. Le développement a commencé et il en est le premier maillon.